Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Élise. Vous êtes avocat notamment spécialisé en droit public, vous êtes également animateur du blog Vue du droit. Alors depuis plusieurs semaines et depuis le début de cette crise sanitaire, on entend beaucoup de commentateurs expliquer que des têtes publiques pourraient tomber à la fin de cette crise. Plusieurs plaintes ont d'ailleurs été déposées depuis le début des collectifs de médecins, mais aussi des citoyens, notamment les familles de résidents en EHPAD. Que pensez-vous de tout cela ? Alors, je vais compléter votre présentation. Vous avez dit que j'étais effectivement l'animateur du site Vue du droit. C'est mon lieu d'expression, le droit, mais je vais ajouter un petit argument d'autorité pour ce que je vais dire par ailleurs, c'est-à-dire que cette spécialité de la responsabilité personnelle des décideurs publics, ça a été un de mes cœurs de métier. J'ai écrit des livres dessus, j'ai enseigné la matière à Paris 2 et j'ai traité énormément de dossiers de cette nature. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai une connaissance, bien évidemment, théorique, mais une connaissance pratique assez approfondie. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début de la crise et depuis le moment où on a constaté à quel point l'incurie du gouvernement et de l'administration aggraver la crise, que j'ai posé la question du recours aux procédures pénales. Le président de la République, lorsqu'il avait été inauguré l'hôpital de 30 lits sous toile militaire pendant que les Anglais en installaient un de 500 lits, il avait dit « ceux qui déposent des plaintes maintenant sont irresponsables ». Alors, si vous voulez, celui qui est irresponsable, c'est le chef de l'État, soyons clairs. Franchement, on a un premier problème qui est celui du fonctionnement de l'État et de son exécutif depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Le contrôle parlementaire n'existe plus. Il y a une espèce de fusion, absorption de l'Assemblée nationale et qui fait qu'aujourd'hui, on a quelques députés caporalisés qui votent systématiquement ce que l'exécutif leur demande. Donc le contrôle parlementaire, qui est la voie naturelle dans un système démocratique de démocratie représentative, le contrôle parlementaire ne peut pas s'effectuer. On l'a bien vu avec la commission d'enquête de l'Assemblée nationale au moment de l'affaire Benalla. Donc cette carence du contrôle parlementaire ouvre une voie assez importante au contrôle par le juge judiciaire. Parce que ce qui est très important et qu'il faut savoir, c'est que la séparation des pouvoirs n'empêche pas le juge judiciaire de se saisir, d'être saisi des infractions qui ont pu être commises pendant l'exercice des responsabilités publiques par les ministres et par l'administration. Donc, c'est absolument pas exclusif, c'est même d'une certaine façon articulé autour de cette fameuse notion de faute détachable du service. Dès lors qu'on considère qu'il y a une faute détachable du service, qui n'était pas rattachable à ce service, qui a été commise, eh bien, le juge pénal devient alors compétent. Le problème, c'est que depuis maintenant une trentaine d'années, les politiques eux-mêmes ont mis en place tout un dispositif de répression, nouveau code pénal, invention de nouvelles infractions, puis systématiquement, dès qu'il y avait une affaire, il fallait laver plus blanc, donc nouveau texte, etc. Ce qui fait que les politiques et les fonctionnaires ne le mesurent peut-être pas, mais ils sont très exposés. Donc, le recours au juge pénal est parfaitement logique, il est légitime dans un état de droit, et je dirais, et si vous voulez on va s'en expliquer un petit peu, je dirais que clairement, je pense que la saisine des tribunaux pénaux est inéluctable, par conséquent que les politiques et les hauts fonctionnaires seront jugés. Alors, seront-ils condamnés? Ça dépendra du déroulement de la procédure et de l'établissement de la réalité des infractions. En attendant, il ne faut pas s'imaginer, comme le faisait le professeur Olivier Beau dans le journal Le Monde, que c'est anormal de saisir le juge pénal. Non, c'est la loi. Et quand je dis que c'est inéluctable, c'est-à-dire que je pense que la protection dont Emmanuel Macron et ses amis ont bénéficié de la part des parquets, on l'a vu avec tout ce qui concerne les amis d'Emmanuel Macron qui sont en général bien à l'abri, tout ce qui concerne la question des gilets jaunes où l'appareil judiciaire a joué un rôle de répression extrêmement important, cet obstacle du parquet qui hiérarchiquement dépend du pouvoir exécutif sera contourné par tout simplement les plaintes avec constitution de partie civile. Alors là, si vous voulez, le problème, c'est quels seront les plaignants.
Hein, quels sont les plaignants? Je vais peut-être commencer par là et puis après exposer quelles sont les infractions qui pourront être poursuivies, bien évidemment en donnant des exemples. Les plaignants, eh bien, ce sont tous les gens qui ont été victimes de ces fautes. Hein, c'est-à-dire naturellement les familles, les familles des personnes décédées, les malades qui auront des séquelles, les commerçants ruinés par toute une série de décisions hein, liées au fait que l'organisation du confinement, le choix de celui-ci, etc., les conditions dans lesquelles il s'est passé dans notre pays avec le bilan un des pires du monde que l'on connaît, sont quand même, toutes ces conséquences ont pour origine, pas seulement, hein, le premier coupable c'est le corona, mais ont pour origine cette incurie et cette carence. Donc, je pense que ça va faire du monde. Ça va faire du monde, donc effectivement, les syndicats qui ont la capacité d'ester en justice, vous pensez au personnel hospitalier, aux médecins, mais les familles de tous ceux qui ont subi des préjudices, qu'ils soient physiques ou économiques. Alors, eux, effectivement, ils vont déposer des plaintes entre les mains du parquet. 3 mois après, si le parquet n'a pas répondu hein, ou a classé sans suite, hein, eh bien, les victimes récupéreront leur capacité d'ester en justice et pourront saisir cette fois-ci le tribunal, et non plus le parquet, le tribunal de plainte avec constitution de partie civile. Alors là, le tribunal est obligé de nommer un juge d'instruction et les juges d'instruction sont tenus d'instruire. C'est-à-dire que le débat contradictoire va avoir lieu. Hein. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques parce que, bon, c'est présenté de façon assez simple, mais ce sera peut-être pour certains un parcours du combattant. Ce sera long. Ce sera long parce qu'il y aura quand même beaucoup de choses à établir. Quelles fautes ont été commises et ces fautes ont-elles eu une conséquence dommageable, directement dommageable hein, c'est le lien de cause à effet qu'il va falloir établir pour que ceux qui poursuivent, parce que là ce seront soit des particuliers, soit des organisations syndicales, puissent justifier du préjudice qu'ils ont subi. L'article 2 du Code de procédure pénale dit bien qu'on peut se constituer partie civile dès lors qu'on a un intérêt à le faire, c'est-à-dire qu'on a subi un préjudice du fait de ces fautes pénales. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la procédure. Hein. Juste une petite incite. Oui. Le commun des mortels, quel serait l'objet de ces plaintes? Quel fondement, en fait, serait invoqué? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a même une collection, il y a un florilège assez impressionnant. Bon, c'est ça, c'est le législateur, vous comprenez. Comme il y avait l'ambiance tous pourrie, la défiance vis-à-vis du politique, bah, tous ils se sont dit, oh là là, on va faire des textes en disant on va laver plus blanc, on va laver plus blanc. Hein, sauf qu'en général, ils ont une culture juridique et judiciaire très faible et puis ils sont tout surpris quand ça leur tombe dessus. Donc, alors, avant ça, je vais juste reparler 2 secondes des juridictions compétentes. Alors, pour les ministres, c'est la Cour de justice de la République. Alors, qui est un organisme où il y a des magistrats, mais surtout des parlementaires, hein, et c'est justement pour éviter hein, l'ingérence du juge directement, du juge ordinaire, dans le gouvernement du pays. Je trouve ça très bien. Il y en a qui veulent la supprimer, je ne suis pas d'accord. Hein. Simplement, beaucoup de gens ont déposé directement des plaintes devant la Cour de justice. À mon avis, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut déposer des plaintes devant le juge ordinaire et celui-ci, si ce sont des ministres qui sont impliqués et qui doivent être poursuivis, transmettra, c'est en général le juge d'instruction qui transmettra à la Cour de justice. Donc le cheminement normal pour moi, c'est de passer d'abord par le juge d'instruction. Alors, les imputations, les infractions, il y a tout d'abord l'infraction fondamentale hein, qui est homicide et blessures involontaires. C'est une infraction non intentionnelle. C'est très important, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de trouver dans la faute et le dommage une intentionnalité criminelle ou répréhensible. C'est simplement le fait par négligence, inattention, etc., hein, qu'on a provoqué un dommage, on a provoqué des accidents, etc. Et il faut savoir qu'en France, depuis toujours d'ailleurs, hein, parce que c'est une infraction qui existe depuis plus de 200 ans, on a toujours appliqué ce qu'on appelle la théorie de l'équivalence des conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire de la théorie de la causalité adéquate. Ça veut dire que l'auteur principal sera poursuivi, en l'occurrence, c'est notre ami Corona, mais
les auteurs indirects, c'est-à-dire tous ceux qui, par leurs fautes, leurs inattentions, leurs désinvoltures, ont contribué à l'aggravation du dommage. Hein, voilà, ça c'est la principale infraction et je vous propose de passer quelques instants dessus pour voir comment ça peut être utilisé. On va prendre l'exemple principal, bien sûr, qui est la décision de maintenir les élections, le premier tour des élections municipales. C'est une décision qui a été prise par le président de la République, par lui, hein, on le sait. Hein. Alors, on nous dit que Larcher a dit ci, que Fillon a dit ça, enfin pas Fillon d'ailleurs, je ne sais plus, enfin peu importe, mais celui qui a pris la décision, c'est lui. Et ceux qui l'ont exécuté, ce sont tous les fonctionnaires, les préfets, etc., hein, et qui ont exécuté cette décision qui est celle du chef de l'État. Bien, lui, il est protégé par son immunité judiciaire, mais tous ceux qui, dans la chaîne, ont participé à la mise en œuvre de cette décision vont avoir à rendre des comptes. Alors, le problème, c'est que avec cette infraction, les maires étaient, dans les années 90, 2000, 2010, ils ont été très souvent poursuivis, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des réformes, j'ai participé aux travaux des deux assemblées, d'ailleurs Sénat et Assemblée nationale, et les textes ont été effectivement un peu modifiés, c'est-à-dire que pour pouvoir être poursuivi comme auteur indirect, hein, il faut avoir soit violé une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, je reviendrai tout à l'heure à propos de ce bon monsieur Nunez, hein, et deuxièmement, il faut, et elles sont alternatives, hein, il faut avoir commis une faute exposant autrui à un risque que l'on ne pouvait ignorer. En prenant la décision organiser ce premier tour, hein, il est clair qu'on savait qu'on allait exposer les gens. Agnès Buzyn a fait des aveux complets dans Le Monde. Elle a dit, dès le 10 janvier, je savais qu'il y avait un problème. Et si je pleurais à la fin du mois de janvier, au moment de la passation de pouvoir, avec ce pauvre Véran, je dis ce pauvre parce qu'il est devenu ministre dans des circonstances un peu particulières, ça lui fera des souvenirs. Hein. Donc, on savait que ce serait catastrophique. On le savait. Donc, lorsque le président de la République et tous ceux qui l'entourent, le Premier ministre qui a transmis les ordres, etc., ont décidé de maintenir ce premier tour, ils savaient qu'ils exposaient autrui. Résultat, hein, il y a des articles partout, c'est une hécatombe dans les conseils municipaux. Donc, la faute qui a consisté à organiser ces élections, hein, est une faute parce que les gens qui l'ont pris savaient qu'ils exposaient autrui à ce moment-là, hein, et les aveux de Buzyn en sont la preuve, et l'enquête et les instructions le démontreront, je suppose, hein, et par conséquent, ils sont aussi autant responsables en termes de poursuite pénale que le coroner, et ils seront poursuivis. Alors, ça, c'est, et pour certains, je l'espère, condamnés. Parce que, par exemple, on va prendre un autre exemple que les Français aiment beaucoup, Madame Sibeth Ndiaye, qui vient nous dire « Le masque ne protège de rien, c'est pas la peine, c'est tout à fait inutile, d'ailleurs, je ne sais pas le mettre. » C'est une évidence dès ce moment-là que les masques protègent sur l'ensemble de la planète, dans toute l'Asie, tout le monde en a, etc. Et qu'il s'agit, pourquoi est-ce qu'elle ment délibérément comme ça, et je peux prendre mes responsabilités en le disant, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce qu'elle gère la pénurie. Elle dit, le masque ne sert à rien parce qu'on n'en a pas. Et maintenant, on dit, le masque sert, et l'Académie de médecine l'a dit très tôt, et l'a encore répété hier. Donc, Madame Sibeth Ndiaye a influencé des gens, elle a commis une faute en mentant, et cette faute fait que des gens ne se sont pas protégés et que par conséquent, beaucoup ont été atteints du virus, hein, et pas mal en sont morts. Donc, elle devra en répondre de cette faute. Hein. Donc, c'est l'article 221.6 du Code pénal combiné avec l'article 121.3 qui caractérise bien ces fautes particulières. Alors, je profite de l'occasion pour dire aussi que, certes, les politiques, et Mme Ndiaye relèvera de la Cour de justice de la République, mais tous les fonctionnaires, et je parlais tout à l'heure des préfets à propos de l'organisation de ce scrutin, et bien tous les fonctionnaires, ils auront à répondre devant le juge ordinaire. Et si on se rappelle l'affaire du sang contaminé, effectivement, il y a des politiques et des ministres qui ont été poursuivis, et puis il y avait le patron du CNTS et d'autres, qui étaient entre guillemets des civils, et bien ils sont passés devant les tribunaux correctionnels. Donc ça c'est la première infraction fondamentale. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui se sont constituées, des modèles de plainte qui
circulent. Bon, moi, un certain nombre des confrères, moi je ne suis pas dans l'opérationnel et je ne souhaite pas l'être, qui m'ont demandé, moi je préconise de saisir tous les tribunaux compétents sur le plan territorial et surtout d'éviter de ne saisir que le parquet de Paris. Hein, parce que là, sur le nombre de magistrats, hein, on peut espérer qu'il y en a qui seront courageux. Et ce d'autant que lorsque le débat contradictoire normal aura lieu dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, parce que certaines vont être très longues, hein, eh bien, à ce moment-là, l'ambiance que nous connaissons aujourd'hui et la mise en coupe réglée de la justice à laquelle on a assisté, et je suis venu sur vos plateaux en parler 1 ou 2 fois, elle sera un mauvais souvenir. Hein, donc, voilà. Alors, la question qui consiste à dire, mais est-ce qu'il faut déposer les plaintes maintenant? Je réponds oui, parce que justement, hein, il faut mettre la pression sur ces élus et ces fonctionnaires pour qu'ils fassent leur boulot. Alors, d'après mes informations, ils ne sont pas très à l'aise, au point que le président de la République s'est senti obligé de nous en parler. Bon, alors, il y a d'autres choses. Et il y a une autre infraction qui est très intéressante. C'est ce qu'on appelle la mise en danger délibérée d'autrui. La mise en danger délibérée d'autrui ne nécessite pas qu'il y ait eu un dommage. Ce n'est pas la peine. Hein. Simplement, si on viole délibérément une obligation particulière de sécurité prévue par la loi et le règlement, on commet l'infraction. Je vais prendre un petit exemple. Vous faites du 200 km/h au volant de votre Ferrari sur le périphérique. Vous allez commettre le délit de très grande vitesse, mais vous allez aussi violer une limitation de vitesse qui est une réglementation particulière de sécurité et de prudence prévue par la loi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, M. Nunez, ce brave homme? Eh bien, son gouvernement a pris des ordonnances organisant le confinement, pas le droit de sortir, les attestations, etc. Et puis, c'est le canard enchaîné qui nous le dit, mais j'ai tendance à le croire, hein, eh bien, M. Nunez a dit aux forces de l'ordre, n'allez pas dans les cités. N'allez pas provoquer, parce que sinon on va avoir des ennuis. C'est-à-dire que M. Nunez a violé cette obligation en demandant qu'on ne l'applique pas, et par conséquent, il y a eu, d'ailleurs, il suffit de voir le bilan de la Seine-Saint-Denis, c'est pas seulement ça, il y a aussi des problèmes de promiscuité, etc. Mais c'est aussi parce que le confinement n'a pas été respecté, pour des raisons directement politiques. Eh bien, M. Nunez, comme les autres, au tourniquet. Alors, il y aura aussi d'autres choses qui sont intéressantes. C'est tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire cet état du service public hospitalier, hein, que les soignants ont essayé, par leurs protestations, par leur manifestation, de faire évoluer, hein, dans un sens de plus de moyens, et qui ont été réprimés, gazés, etc. Cet état du service public hospitalier était lamentable et en aucun cas capable d'encaisser la pandémie telle qu'elle arrivait et telle qu'elle était gérée par cette bande d'incompétents. Et à ce moment-là, va se poser la question, que sont devenus les masques? Où est la chloroquine, par exemple, etc., etc. Et ceux qui s'imaginent qu'ils vont échapper parce qu'auparavant, ils étaient là en 2010, ils étaient là en 2009, ils étaient là en 2013, je parle de 2013 exprès, hein, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils sont sortis d'affaire. Pourquoi? Parce que les prescriptions partent du jour de la réalisation de la dernière des conditions de l'infraction. Cette infraction d'homicide et blessures involontaires, il faut qu'il y ait la faute et il faut qu'il y ait le dommage. Et ce qui fait partir le dommage, c'est bien évidemment sa survenance. Hein. Ce qui fait partir la prescription du dommage, c'est sa survenance. Et par conséquent, Madame Touraine, qui a pris la décision de faire détruire les masques, hein, son conseiller scientifique, M. Salomon, son chef de cabinet, M. Griveaux, hein, et M. Attal, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Il va falloir qu'ils rendent des comptes sur ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Je dirais que M. Jean-Marc Ayrault aussi. Hein. Pourquoi croyez-vous que les 6 anciens ministres de la Santé ont signé une lettre en disant « mais non, tout a été formidable. J'aimerais bien aussi si on pouvait choper Kouchner, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. » Voilà, ça c'est quelque chose de très important et ça explique un peu l'angoisse qu'on voit au plus haut niveau de l'État. Et puisque je suis en train de parler des masques, où sont-ils passés ces masques? Alors, il y a eu des
comment dire, des destructions, il y a eu des ventes probablement, des détournements, etc. Et là, on rentre dans des infractions d'une autre nature. Je vais juste en prendre une, le détournement de biens publics. C'est-à-dire si quelqu'un a pris des décisions, hein, en disant ces masques, voilà, on va les donner à un tel, on va les donner aux entreprises, on va aller les vendre à l'étranger. J'ai entendu des petits bruits, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Bon, et bien là, c'est l'article 432-15 du Code pénal, détournement de biens publics. Mais il y a un 432-16 aussi du Code pénal qui dit que si un de vos subordonnés ou une chaîne hiérarchique sous vos ordres a commis le détournement de biens et que vous avez été négligent et dans l'incapacité de les contrôler, eh bien vous êtes poursuivi pour négligence dans la surveillance des détournements de biens. C'est un détournement de biens involontaire, mais c'est-à-dire que c'est pour ça que quand j'entends M. Beau venir nous dire mais non, le contrôle politique, attendez, dans ce cas-là, il ne fallait pas adopter cet article qui dit spécifiquement que le supérieur hiérarchique, en dernière analyse, c'est le ministre. Hein, rappelez-vous que cette bonne Madame Lagarde est passée devant la Cour de justice de la République discrètement, puis on lui a donné un gentil petit coup d'éponge. Elle a été déclarée coupable, mais dispense de peine parce qu'elle avait été négligente dans la gestion de l'arbitrage tapis, dont on a appris après par la décision du tribunal correctionnel qu'elle était licite. Mais bon, peu importe. Donc, cette infraction-là, elle pèse sur toutes les personnes auxquelles vous pensez et auxquelles je pense, hein, qui sont donc, j'insiste beaucoup là-dessus, élus et fonctionnaires. Et puis, bien évidemment, il y en a d'autres. Par exemple, je vais en prendre une mesquine, très mesquine, mais il n'empêche. L'application des mesures de confinement. On a constaté qu'elles n'étaient pas respectées dans certains quartiers sensibles. Mise en danger des libertés d'autrui. Il y a également les forces de l'ordre et hélas, malheureusement, la gendarmerie qui ont fait n'importe quoi. Moi, j'ai été saisi de dizaines d'amendes, de contraventions parfaitement arbitraires. Bon, alors après, on annonce triomphalement, le monsieur qui voulait aller voir son père mourant, finalement, à l'île de Ré, on a enlevé l'amende. Bon, attendez, je sais par paquet de sang hein, que j'ai vu passer des horreurs, mais je pense que c'est bien plus que ça. Parce que, attendez, un des premiers chiffres qu'on annonce dans le sketch de Salomon tous les jours, hein, alors on donne les chiffres des morts à l'étranger et tout, on passe très vite sur les nôtres, hein, et puis on annonce triomphalement, ou Castaner le fait, je sais pas, hein, 700 000 amendes, 800 000 amendes, c'est-à-dire qu'on essaye de récupérer des sous. Les directives qui ont été données, moi j'aimerais bien les voir. Quant à ces amendes qui ont été prononcées de façon totalement arbitraire, juste l'exemple, hein, on laisse rentrer les gens au carrefour et on fouille les caliers quand ils sortent. Déjà, illégal. Deuxièmement, on dit, ah, vous avez 2 paquets de gâteaux, infraction. Ce n'est pas un produit de première nécessité. Il y a même une brave dame, hein, et ça c'est avéré, qui a vu son caddie fouillé et on lui a dit, comment ça, serviette périodique? Pardon, amende. Ça, non seulement, si vous voulez, ces amendes devraient être annulées, mais en plus, ça constitue le délit de concussion. C'est-à-dire, quand vous percevez une somme, taxe, impôt, amende, dont vous savez qu'elle n'est pas due, eh bien, vous commettez le délit de concussion. Moi, j'aimerais bien savoir, le moment venu, qu'on m'explique pourquoi il y a eu ce qui a été un scandale, quoi. Hein, tous les autres pays d'Europe n'ont pas eu, on voit bien, les confinements ordonnés, il y a eu parfois des sanctions et tout, mais rien à voir avec ce que c'est devenu en France, avec cette espèce de frénésie répressive dont on a bien vu qu'elle avait des motifs financiers. Donc voilà une nouvelle jolie infraction. Ça veut dire, Régis de Castelnau, est-ce que ça veut dire que quand les gens sont contrôlés dans la rue et que les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police, leur mentionnent qu'ils vont avoir une amende, il ne faut pas qu'ils la paient, il faut qu'ils la contestent s'ils estiment que le motif n'est pas valable? Le problème, c'est que les gens, si vous voulez, il faut connaître les choses, donc il faut la contester. Vous avez un délai pour le faire, très rapide. Vous n'allez pas aller voir un avocat, tout est fermé. Hein. Donc, alors, il y a des sites, des cabinets spécialisés dans les infractions routières qui ont mis des choses à disposition sur la façon dont il faut le faire, etc., etc. Oui, bien sûr, il faut les contester toutes, et il faut les contester d'autant que la façon dont elles ont été organisées frise l'inconstitutionnalité. Quand je dis frise, je suis modéré. Vous savez que vous avez une première infraction.
Une deuxième, c'est la récidive. Et la troisième, hop, on vous met au trou et on vous présente au juge. Alors jusqu'à présent, les tribunaux ont refusé. Enfin, une majorité a refusé, a dit non, non, on transmet la QPC parce qu'il y a plein de problèmes qui se posent. C'est-à-dire que vous avez une première infraction, et puis à la troisième, ça veut dire qu'on punit 2 fois la première. Règle non bis in idem, je sais pas. Il y a plein de problèmes de cette nature. À mon avis, la seule chose que le président de la République a à faire à la fin de la crise, si je souhaiterais qu'il dissolve l'Assemblée nationale, mais c'est une toute autre question. Ça, ce serait qu'il ait un geste démocratique, hein, et je ne me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus, il faudra le réclamer. Mais la première chose qu'il aurait à faire après, hein, si, comme le dit Raoult et d'autres, hein, la pandémie s'arrête, si on déconfine et puis on commence un petit peu à respirer et à vivre un peu moins anormalement, eh bien, dans ce cas-là, une petite loi d'amnistie de toutes ces amendes serait bienvenue, parce que personne n'a encore payé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut qu'elle vous arrive, vous avez un site, vous pouvez payer avec une carte bleue, etc. etc. Donc, oui, je pense que ce serait une bonne méthode parce que la seule riposte serait d'asphyxier la machine judiciaire en riposte à ce comportement. Il y aurait eu ces amendes, vous voyez ce que je veux dire? Elles auraient été les mêmes partout, hein, et elles n'auraient pas été le véhicule de l'arbitraire des forces de l'ordre. Je n'aurais rien à dire. Je n'aurais rien à dire. Attendez, vous voyez un type, il sort de son carrefour, il a son attestation et sa carte d'identité. Et sur l'attestation, il a oublié de mettre la date de naissance. Elle est sur la carte d'identité. Amende. Attendez, c'est grotesque. Les gens, ils sont en prison. Hein, vous avez un peuple entier qui a été mis en tôle. Hein, ils ont peur et ils sont anxieux pour ce qui va leur arriver après. Hein, il va y avoir 40% des restaurants et des cafés qui vont faire faillite. Il va y avoir 1 million de chômeurs supplémentaires. Hein, donc après, on se moque d'eux quand ils vont acheter des McDo, mais ils essayent un petit peu de se distraire. Ils sont dans cette situation-là, hein, et on vient en plus les brutaliser de cette façon. Et puis vous avez ce brave Roux de Bézieux qui vient dire ah ouais, mais plus de RTT, hein, et plus de vacances. Hein. Bon, comme avait dit, pour une fois, Xavier Bertrand m'avait un peu surpris. Il avait dit mais on veut rendre les Français fous. Et ça, c'est une vraie question. Je pense, et c'est pour ça que le pénal, contrairement à ce qu'on raconte, hein, ah oui, mais c'est de la vengeance. Non, 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 attendez. C'est la façon de traiter les défaillances, l'incurie dont nous sommes victimes. Hein. Le Parlement, s'il devrait le faire, il ne le fait pas, peu importe, mais nous allons demander au juge de le faire parce que nous avons subi directement des préjudices. Moi, j'en ai pas subi jusqu'à présent. Hein, j'en ai pas subi, je suis pas tombé malade pourvu que ça dure. Hein, j'ai pas été, comment dire, verbalisé de façon arbitraire. J'ai pas de préjudice économique pour l'instant, donc ça va. Hein, mais les dizaines de milliers de gens qui ont été frappés directement ou indirectement, eh ben, ils ont des comptes à demander à ceux qu'ils ont élus, même si c'était dans les conditions de 2017, hein, pour faire le boulot et qui ne l'ont pas fait. Voilà. Donc je pense que c'est au contraire une façon de canaliser la colère. Pas pour l'empêcher, hein, pas pour la désamorcer, parce que j'espère qu'elle sera suffisamment puissante, mais ça veut dire que si on saisit le juge, eh ben, on fait encore confiance à l'état de droit. Hein, on ne sort pas les fourches, hein, et on ne va pas chercher le chef de l'État comme il avait conseillé de le faire. Merci beaucoup, Régis de Castelnau. Je vous en prie, à bientôt. Spectateurs qu'on peut vous lire donc sur le site Vue du droit. Absolument, et on y trouve le même genre de choses. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, monsieur.